Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À 3 jours des cantonales, les états-majors des partis se mobilisent. Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, était hier soir en meeting au Raincy, en Seine-Saint-Denis. On écoute tout de suite son discours. Nous sommes quelques-uns à avoir connu des temps difficiles. Il est certaines années, au début des années 90, où on venait expliquer à un certain Jacques Chirac que les sondages étaient tellement mauvais qu'il ne fallait même pas qu'il envisage de se présenter aux élections présidentielles. Vous connaissez la fin de l'histoire. Nous avons, Éric comme moi, connu des temps difficiles lorsqu'en 1997, à la suite d'une bien malheureuse dissolution, nous nous sommes retrouvés face à une situation intenable qui était celle d'une triangulaire. À Meaux, le Front National faisait 23% des voix, et ce jour-là, il m'a fallu repartir au combat, dans les conditions difficiles, et après avoir été le plus jeune élu de l'Assemblée nationale, je me suis retrouvé le plus jeune battu. Ça forme. Vous avez un secrétaire général qui a pour particularité d'avoir mené bien des combats, exercé toutes les responsabilités, depuis celle de délégué cantonal jusqu'aujourd'hui secrétaire général, et qui, ayant fait chacune de ces étapes, peut témoigner devant vous qui portez la maison au quotidien, que ce qui doit faire la différence, et là-dessus, mes chers amis, je vous invite à être très exigeants, de veiller à ce que ceux qui animent notre famille politique soient chacun à leur poste, solides, courageux, déterminés, ne laissant rien passer. Et croyez-moi, je serai avec vous tous de cela. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions et que dans les périodes difficiles, c'est là que l'on mesure notre capacité à emporter les plus belles batailles. C'est vrai aussi, et Éric le rappelait tout à l'heure, il est parfois un peu bizarre de se retrouver prisonnier de certaines de nos petites querelles lorsque l'on voit de l'autre côté de la planète un peuple, le peuple japonais, se battre avec un courage, avec un sang-froid extraordinaire contre le déchaînement des éléments. Le tremblement de terre, le tsunami, la catastrophe nucléaire, et puis les intempéries maintenant. Une tragédie comme on en a peu vu dans l'histoire de l'humanité. Je dois dire de ce point de vue que le sang-froid des Japonais force l'admiration. À nous, Français, qui aimons tant être protégés, qui aimons tant être attentifs à ce que jamais aucun de ce qui fait nos acquis ne puisse être jamais ébréché. De voir de l'autre côté de la planète un pays, 3e puissance économique mondiale alors qu'il a toutes les difficultés. Un pays qui a fait du travail la première de ses valeurs, qui a fait du patriotisme l'essence même de son appartenance à la nation, se battre comme il le fait face aux éléments déchaînés mérite que l'on médite sur notre humaine condition et que nous, Français, qui avons parfois la mémoire qui flanche, pensions à celles et ceux qui, aujourd'hui, donnent au monde une magnifique leçon. Je vous le dis parce qu'il est parfois des petites querelles dans notre hexagone qui font indécent ou indigne. Lorsqu'il y a 24 heures, j'ai vu les Verts, j'ai vu le Front de gauche venir se quereller avec le Parti socialiste pour venir débattre de l'arrêt immédiat de nos centrales nucléaires, récupérant ainsi dans des conditions indécentes, la tragédie que vit le peuple japonais. Je me suis dit que parfois, la petite politique ne valait pas d'être montrée. J'ai mesuré à cette occasion, une nouvelle fois, la différence qui pouvait exister entre notre famille politique et celle des autres. On nous parle beaucoup de nos adversaires, et d'ailleurs, il n'y a aucune raison d'évacuer la question. On nous parle beaucoup du Parti socialiste, et on nous parle beaucoup du Front National. Eh bien, nous aussi, nous devons le faire, pour montrer aux Français ce qu'il en est de la réalité des combattants. Le Front National a ceci de particulier
qu'il utilise depuis des années et des années la même recette. Et nous, en Seine-Saint-Denis, comme moi en Seine-et-Marne, nous connaissons le mode d'emploi par cœur. Ne vous y trompez pas, mes chers amis, et dites-le bien autour de vous. La fille, elle est comme le père. C'est la même méthode, les mêmes techniques, les mêmes démarches. On met les problèmes sur la table, on les dénonce, on critique, on attaque, on caricature, on déclame. Et surtout, on veille à ne jamais proposer de solution. Parce que il y a une chose que chacun doit bien savoir, c'est que le Front National a un intérêt objectif à ce qu'aucun problème ne soit résolu, puisque le Front National, les problèmes, il en vit. C'est son fonds de commerce. Et ne pas comprendre ça, c'est ne rien comprendre à cette stratégie classique que l'on connaît bien dans l'histoire de l'extrême droite française, qui a ceci en commun avec l'extrême gauche, qu'elle est dans la même logique et la même démarche. Car en réalité, des deux côtés de l'échiquier politique, la caricature est identique. Je vais vous en donner une illustration. Il y a de cela 1 an et demi, j'ai pris la décision, avec 220 de mes amis députés de notre groupe, de déposer une loi pour marquer l'indignation de la République devant des pratiques que je considérais contraires aux règles fondamentales de notre République, du vivre ensemble et du respect des femmes. C'était une loi qui visait à interdire sur l'ensemble de l'espace public le port de la burqa. Ce voile intégral qui constituait à l'évidence un déni d'identité pour les femmes, une marque contraire à la sécurité des personnes et qui, enfin, ne nous y trompons pas, était un moyen pour un certain nombre d'intégristes d'instrumentaliser la religion à des fins politiques. Eh bien, que croyez-vous qu'il advint lorsque j'ai annoncé le dépôt de cette proposition de loi interdisant le port de la burqa? La première personnalité politique qui a pris la parole pour s'y opposer à cette loi d'interdiction de la burqa, c'était Jean-Marie Le Pen. Et pour l'anecdote, le second à s'y opposer, c'était Tariq Ramadan. Vous savez, dans ces moments-là, les extrêmes se touchent toujours. Et si je me permets de vous dire ça ici, mes chers amis, c'est parce que je vous demande de ne pas être dupes. Ce qui fait la grandeur de l'histoire de la droite française de ces 30 dernières années, c'est d'être capable, dans un même temps, d'assumer ses valeurs et de toujours refuser l'alliance avec l'extrême droite. C'est ce qui a fait la différence. Parce que c'est vrai, du seul fait qu'on refuse cette alliance, alors nous sommes parfaitement libres de dire ce que nous pensons et de faire la politique que nous croyons bonne pour notre pays. D'être intraitables en matière de sécurité, intraitables dans la lutte contre l'immigration clandestine, mais en même temps attentifs à ce que chacun se respecte, s'écoute, se parle, et que les choses se fassent dans une république où les valeurs du pacte républicain soient claires pour tout le monde. Et je vous le dis, c'est beaucoup plus facile de dénoncer un problème que de le résoudre. Dénoncer un problème à l'image de ce que fait le Front National ou le Parti Socialiste, ça prend 15 secondes. Une belle formule, bien construite, qui fait mouche à la télévision, et l'affaire est faite. Résoudre un problème, ça peut prendre des jours, des semaines, des années, et chacun le sait. C'est ce qui fait la différence entre des partis d'extrême, de caricature, et des partis de gouvernement et de responsabilité. Quand on est aux responsabilités, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas mentir aux gens. Parce que l'on sait qu'à un moment ou un autre, si on ment, on est rattrapé par la patrouille. Alors que si l'on est dans l'irresponsabilité, on peut raconter n'importe quoi. Alors mes chers amis, je vous propose de prendre le Front National à son propre jeu. Puisqu'il nous est dit que le Front National ferait des intentions de vote élevées. Mais alors, c'est que le Front National pourrait peut-être un jour prétendre à avoir des responsabilités pour le pays.
Alors désormais, lorsque nous parlerons à propos du Front National avec les Français, nous n'en parlerons pas simplement à travers la dénonciation des problèmes, ça tout le monde peut le faire, mais à travers les solutions que chacun propose. Et je vais vous en donner une illustration. Ici, dans cette terre, tenue par les socialistes et les communistes, où le Front National prétend nous faire mordre la poussière. Dans le domaine économique, très intéressant. D'ailleurs, vous le notez dans les débats à la télévision, quand un sujet concerne l'immigration ou l'insécurité, il y a toujours quelqu'un du Front National. Quand c'est un sujet économique, vous pouvez chercher, il n'y a jamais personne du Front National. Ah ben non, ça fait moins de spectacle, et puis ça fait plus de ridicule. Dans le domaine économique, Mme Le Pen préconise que l'on revienne au franc français. Au-delà du caractère un peu incongru, j'invite quand même à ce qu'on aille au bout du raisonnement. Parce que c'est ce qu'elle a dit très clairement. L'idée du Front National, je l'ai mesurée en faisant un débat avec elle à la télévision il y a quelques semaines, c'était absolument extraordinaire. Je lui ai dit, Madame Le Pen, allez, vivons ensemble les premières semaines de la présidence Le Pen. Ça donnerait quoi? On annonce que l'on revient au franc. Alors elle me dit, ah bah oui, ça c'est comme ça qu'on fera. Ben, je lui ai dit, formidable. Alors vous allez faire comment? Elle me dit, je vais prendre les 1900 milliards de la dette publique, qui sont en euros à la Banque Centrale Européenne, je vais les rapatrier à la Banque de France et les convertir en francs. Ah j'ai dit avec ça, et elle me dit comme ça on va effacer la dette. Ah je dis oui c'est sûr, c'est une manière de faire, on raye la dette. Je n'invente rien, hein, je m'empresse de vous dire, je n'invente rien. Alors je dis très bien, donc ça veut dire que vous convertissez en francs, mais alors, donc il faut compenser, parce que vous savez c'est comme un ménage, une dette. Quand vous avez une dette, il faut une créance à côté pour équilibrer. Ça s'appelle un actif et un passif. Elle me dit mais absolument. Nous allons faire de l'émission monétaire, de la planche à billets. Je lui dis, voilà. Comme ça, maintenant, on est clair. Elle va faire, si elle est au pouvoir, très exactement, ce qu'on a fait en Allemagne en 1923. Et je vous recommande les images d'actualité de l'époque, où ces malheureux Allemands, ruinés par la guerre de 14, se trouvaient avec l'émission monétaire pour ne pas payer les dettes de remboursement à la France, avec des brouettes dans lesquelles on mettait des millions de Reichsmark à l'époque pour aller acheter la baguette ou le journal. C'est-à-dire en clair, la ruine de tous ceux qui ont des salaires fixes, les salariés et les retraités. Voilà le programme économique du Front National. Comme personne n'y est jamais allé regarder, je vous recommande de le dire à celles et ceux qui seraient tentés par l'idée. Alors vous me dites, oui mais c'est l'économie, c'est pas grave. Mais on peut en faire aussi sur la délinquance. Hein. Vous savez, la lutte contre l'un des plus grands fléaux aujourd'hui, c'est la lutte contre la drogue. Ici en Seine-Saint-Denis, comme chez nous en Seine-et-Marne, on sait ce que c'est. La drogue, malheureusement, c'est ce qui fait l'économie parallèle dans les quartiers les plus sensibles de notre pays. C'est ce qui fait que le rapport à l'argent de beaucoup de nos jeunes est totalement déstructuré. C'est ce qui fait que pour un jeune aujourd'hui, dans un certain nombre de nos quartiers, où ils ont perdu leurs repères, où les parents sont absents, où les chocs identitaires sont considérables, où tout se mélange, où le caïda prend le relais, où des gamins de 8, 9, 10 ans, 12 ans sont totalement instrumentalisés par les grands. Le modèle de réussite, c'est Zinedine Zidane, c'est-à-dire l'inatteignable, ou le dealer du quartier. Et l'on sait, les uns et les autres, quand on est élu de villes difficiles, là encore, je peux en témoigner pendant des heures, que beaucoup de ces jeunes sont totalement désocialisés, qu'ils n'ont plus aucun repère, et qu'il y a bien longtemps que plus personne n'est en situation de leur dire la différence entre le bien et le mal. Pour beaucoup d'entre eux, l'argent facile est un argent qui vient de nulle part et qui parfois arrive d'autant plus facilement qu'il s'agit simplement de dealer des substances qui en réalité conduisent immanquablement à la maladie et à la mort. La lutte contre la drogue est un fléau qui commande que les grandes démocraties du monde se mobilisent contre elle. La lutte contre la drogue, ici en France, ce sont des centaines de filières démantelées grâce au travail méthodique orchestré par Nicolas Sarkozy depuis 2002. C'est aussi un travail considérable qui est accompli contre toutes les formes de trafic qui peuvent amener au trafic de drogue. C'est des services de police judiciaire, Bruno Béchiza connaît ça par cœur. C'est une organisation méthodique avec des réseaux très en place pour empêcher ces filières de se déployer. C'est aussi un travail de prévention vis-à-vis des familles, vis-à-vis de ceux qui sont victimes des addictions à la drogue, vis-à-vis des plus jeunes, un travail de sensibilisation et de prévention. C'est une mobilisation de chaque instant. Le programme du Front National pour répondre à la lutte contre la drogue se résume en un mot, écrit en toutes lettres dans le programme du Front National, le rétablissement de la peine de mort contre les trafiquants de drogue. Vous savez,
C'est pas bien difficile de faire un programme comme ça, hein. Le seul problème, c'est que cela nous interpelle tous, en vérité. Parce que malheureusement, la drogue, elle concerne de bien nombreux jeunes, dans de bien nombreuses familles. Personne dans cette salle ne peut être absolument certain que dans sa famille, l'un de ses enfants ou petits-enfants n'a pas à un moment ou un autre été en situation face au trafic de drogue. Je ne crois pas que l'on puisse, dans ces conditions, considérer qu'un programme aussi démagogique et irresponsable que celui du Front National dans ces domaines serve à résoudre les problèmes. Pardon d'être un peu long sur ce sujet, mais enfin, je veux que chacun prenne ses responsabilités. Votre rôle de militant, et c'est le secrétaire général de l'UMP qui vous le dit ici très simplement, il est de prendre vos responsabilités. Il est forcément, ici ou un peu plus loin, des gens qui, parce qu'ils considèrent que les résultats ne vont pas assez vite, que les choses ne sont pas comme on pouvait les souhaiter, de se dire, puisque c'est comme ça, je vais donner un avertissement. Allez, je vais aller mettre mon bulletin dans l'urne du Front National. Que chacun sache qu'en le faisant, c'est une manière pour lui de donner un coup de pouce à la gauche. Parce que nous ne ferons jamais d'alliance avec l'extrême droite, que sur ce sujet nous sommes parfaitement clairs, et que si de la même manière il est hors de question pour nous d'en appeler à je ne sais quel front républicain avec des socialistes ou des communistes qui nous injurient, qui nous insultent, qui nous traînent dans la boue dans des conditions inacceptables, il n'en demeure pas moins que eux, à gauche, n'ont aucun état d'âme, et que l'alliance avec l'extrême gauche, non seulement ils l'assument, mais ils la revendiquent sous le manteau. Et qu'en réalité, face à tout cela, nous devons nous battre sur nos convictions, sur nos résultats et sur nos projets. Et ça doit faire la différence. Et croyez-moi, dans ce domaine, mes chers amis, il faut que nous soyons absolument déterminés à faire les choses. Nous avons un parti socialiste dont on sait pertinemment qu'il est absolument inaltérable quand il s'agit de nous taper et inexistant quand il s'agit de faire des propositions. On le sait. La donne, elle est parfaitement claire. Nous avons en face de nous un parti socialiste divisé, déchiré, qui n'a pas crevé ses abcès idéologiques et qui, d'une certaine manière, incarne ce que nous étions, nous, il y a une quinzaine d'années. Nous, à gauche, à droite, il y a 15 ans, on était comment? On n'osait rien dire, on parlait de rien. On avait peur. Peur de dire qu'on voulait faire baisser les impôts, parce qu'on nous aurait dit qu'on était ultralibéral. Peur de parler de sécurité, parce qu'on nous aurait dit, oh là là, on va courir derrière Le Pen. Peur de l'Europe, parce que certains de nos amis avaient voté non à Maastricht, on ne voulait pas être divisés. Peur de parler d'éducation, pour pas vexer Bayrou, qui à l'époque était encore notre ami. Peur de parler de droite. Celui qui avait le malheur de dire qu'il était de droite, on disait, t'es fou, quoi. Le général a dit, il y a 40 ans, que le gaullisme n'est ni de gauche ni de droite, pas de gros mots. Moyennant quoi, à cette époque-là, la droite n'était pas grand-chose, et la gauche, pendant ce temps-là, inventait les 35 heures, cette folie dont nous payons aujourd'hui encore les dégâts. Alors c'est vrai que dans ce contexte, ce que nous voyons à gauche aujourd'hui ressemble singulièrement à ce non-dit permanent que nous incarnions au milieu des années 90. La gauche d'aujourd'hui, c'est un agrégat inconstitué de peuples désunis, comme aurait dit Mirabeau en d'autres temps. La gauche d'aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui ne savent plus très bien pourquoi ils font de la politique, qui restent prisonniers de vieilles idéologies, d'un autre temps et d'un autre siècle, et même d'un autre monde. La gauche française aujourd'hui, ce sont des personnalités qui se déchirent pour un pouvoir qu'ils sont bien incapables de saisir, et qui, par défaut, espèrent qu'avec une montée du Front National, un affaiblissement de notre majorité, ils pourront, peut-être par chance, à quelques voix près, conquérir le pouvoir. Le problème, c'est que la situation que connaît le monde est tellement grave qu'elle commande que la France soit aux avant-postes des décisions courageuses. Et je voudrais, sur ce point, mes chers amis, vous dire que la réalité des choses, au-delà de ce qu'a fort bien rappelé Éric et Valérie sur les grands enjeux de ce département et de notre région, et que nous allons devoir parler avec les Français, les yeux dans les yeux, et les inviter au-delà de leurs inquiétudes, de leur exaspération, de leurs attentes. Nous allons devoir les inviter à prendre pour notre pays leurs responsabilités. Comment dire les choses?
Lorsque certains me disent « Ah, vous n'êtes pas inquiet de voir les extrêmes monter ?» Écoutez, comment imaginer les choses autrement? Voilà 4 ans que nous avons à affronter une succession de crises dont l'ampleur est inégalée. Crise monétaire, crise financière, crise économique, crise sociale, crise géopolitique à l'image de ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Et aujourd'hui, crise tellurique avec ce qui se passe au Japon. On peut comprendre qu'un pays comme la France, qu'un continent comme l'Europe, qui a la mémoire de ce que sont les grandes épreuves, s'inquiète et s'interroge. Que la montée du chômage en Europe, de la délinquance, les risques de vagues migratoires, tout cela évidemment provoque des inquiétudes. On peut imaginer que dans des circonstances comme celle-là, elle en provoque. Et notre rôle à nous, c'est d'être dans cette période des gens solides, calmes, déterminés, qui expliquons les choses, qui partageons les inquiétudes et les interrogations pour apporter des réponses. Lorsque nous sommes à la télévision, à la radio, lorsque nous nous exprimons dans les réunions publiques, nous devons conserver le plus grand calme face aux provocations, face à la démagogie, pour simplement dire que nous avons parfaitement conscience des inquiétudes et que les solutions que nous proposons, en vérité, sont les seules possibles. Nous aurons avec les Français un rendez-vous de vérité, mes chers amis. Nous allons leur dire comment nous voyons les choses pour les 10 années qui viennent. Parce que c'est ça que les Français attendent de nous. Et même si ici ou là, ils nous testent, ils nous critiquent, ils nous réprimandent parfois, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas l'intention de nous offrir un chemin facile, dans lequel les choses seraient évidentes. C'est une manière aussi pour eux de tester notre détermination, notre solidité dans l'épreuve. C'est pour cela que moi, en tant que secrétaire général, j'ai tant à cœur de maintenir la famille rassemblée. Parce que c'est ça, ma feuille de route. Et je vous le dis à vous, devant qui je me trouve aujourd'hui et devant qui j'ai ma propre légitimité. Ma feuille de route, c'est de veiller à ce que la famille soit rassemblée. Que les sensibilités qui un jour ont décidé, après s'être déchirées pendant des années, de se retrouver dans un même parti, les anciens gaullistes, les anciens centristes, les anciens libéraux, les anciens radicaux, et ceux qui nous ont rejoints depuis, qui ne sont d'aucune de ces sensibilités, qui nous disent « attendez, nous, on ne sait pas, nous est arrivé après 2002, on ne sait plus très bien si on était pour le général ou pour le Giscard, mais on est avec vous parce que voilà, c'est l'avenir. » Ces 5 familles-là doivent être rassemblées et je dois être moi le garant de ce rassemblement. Cela veut dire en clair que nous devons y travailler ensemble, en nous rassemblant et en étant naturellement tous dans le même bateau, y compris dans les moments difficiles. Ces rendez-vous pour l'année à venir, je voudrais vous dire qu'ils vont tourner autour de 3 piliers, qui sont pour moi absolument essentiels. Le premier de ces piliers, c'est le courage. Je pensais tout à l'heure aux très jolis mots de Churchill, que rappelait Valérie. Le courage, mes chers amis, c'est ce qui fait bien souvent la différence. Être courageux, c'est assumer les décisions difficiles quand c'est l'intérêt supérieur du pays qui est en cause. Le courage, c'est de dire que dans un moment où nous devons changer d'époque, si nous voulons conserver le modèle français que nous aimons, alors il va nous falloir, à l'évidence, travailler plus et travailler mieux. Le plafond des 35 heures est intenable. Et même si nous l'avons assoupli, le choc de la crise est tel qu'il va nous falloir reprendre notre bâton de pèlerin pour faire en sorte que notre pays se mette au diapason de pays comme l'Allemagne, de pays comme la Grande-Bretagne, de pays comme l'Italie, l'Espagne ou d'autres pays d'Europe qui aujourd'hui se réforment dans leur structure comme nous avons commencé de le faire, car c'est la chance essentielle pour financer notre modèle demain. Le deuxième rendez-vous, ce sera celui de l'ouverture au monde. La France n'est pas une île, contrairement à ce que pensent les socialistes. La France n'est pas un territoire où l'on peut mettre des barrières partout, comme pense le Front National. La France est dans la mondialisation, elle doit s'organiser au sein de l'Europe, elle doit savoir protéger ses frontières avec les autres pays européens pour ne pas laisser passer les filières d'immigration clandestine, mais elle doit aussi s'ouvrir au monde
parce que ce qui se passe dans le monde nous engage et qu'il y a parfois beaucoup de choses à apprendre des autres pays. Et que un petit rendez-vous d'humilité pour notre France, si fière d'elle-même, mais parfois un peu arrogante, ne peut pas nuire. S'inspirer de ce qui se fait de mieux à l'étranger, c'est pas une si mauvaise idée. Et puis ça permet, pour le même prix, de mesurer la chance qu'on a de vivre en France. Car nous avons pris cette si mauvaise habitude de ne regarder que le verre à moitié vide, de toujours considérer qu'en France ça marche moins bien qu'ailleurs, en oubliant que c'est en France, et seulement en France, qu'on est le mieux soigné, le mieux éduqué, qu'on a le meilleur logement, qu'on a les meilleurs services publics, la meilleure qualité environnementale. Et je le dis ici, les meilleures sources d'énergie. Quand je vois que certains, profitant du contexte que j'évoquais tout à l'heure, veulent fouler aux pieds ces choix stratégiques majeurs qu'ont constitué le fait d'avoir notre indépendance énergétique par le nucléaire. Imaginez comme ça de faire un coup de communication, en imaginant de faire croire aux Français que l'on pourrait renoncer à l'indépendance énergétique, en faisant croire que nos systèmes de centrales nucléaires ne sont pas sécurisés, alors que la sûreté en France est une des marques de fabrique de la filière nucléaire, et qu'elle fait sans doute la différence avec ce qui se passe dans d'autres pays du monde, c'est tout simplement irresponsable. Et je vous le dis ici, parmi les éléments du pacte qui lie les Français entre eux, il y a la confiance dans nos installations nucléaires, et c'est irresponsable que de jouer avec la peur des gens, alors qu'en France, nous le savons, nous avons dans ce domaine accompli un travail remarquable pour assurer, grâce à l'excellence de nos ingénieurs, la sûreté de nos installations nucléaires. Alors c'est vrai qu'il est grand temps maintenant de prendre conscience que la chance que nous avons d'avoir un pays comme le nôtre, c'est un bien précieux, que rien n'est jamais acquis pour toujours, et que si l'on veut, bien entendu, le préserver, il faut être courageux, il faut être ouvert à ce qui se passe dans le reste du monde, et enfin il faut être rassemblé. C'est le dernier point que je voudrais évoquer devant vous. Le rassemblement dans notre pays, c'est pas du luxe. Dans ce cher et vieux pays, qui a si souvent pris l'habitude de décapiter les têtes qui dépassent avant de discuter. La France a ce mal bien singulier, qui consiste à sans cesse vouloir chercher des boucs émissaires, à sans cesse opposer les uns aux autres. Les méchants riches contre les gentils pauvres, les horribles entrepreneurs contre les pauvres salariés, ceux qui ont un travail contre ceux qui n'en ont pas, les privilégiés contre ceux qui n'ont rien, ceux qui savent tout et ceux qui savent rien, et ainsi de suite. Je voudrais vous dire qu'un grand pays comme la France, dans un contexte si difficile que celui que nous allons avoir à affronter, doit devenir à nouveau rassemblé. Vous vous souvenez, peut-être, de cette belle formule de Jules César, dans la guerre des Gaules, qui disait « Les Gaulois sont un peuple querelleur, batailleur, divisé, mais capable, quand les circonstances le commandent, de se rassembler derrière un grand chef. » Ce grand chef, mes chers amis, nous l'avons. Laissez gronder les envieux. La vérité est que c'est bien Nicolas Sarkozy qui, au moment les plus difficiles de la crise monétaire, a su prendre au nom de l'Europe les bonnes décisions qui ont permis de préserver le monde, mais aussi les épargnants français de la ruine. C'est Nicolas Sarkozy qui, dans toutes les grandes crises européennes, a été en première ligne pour défendre les intérêts de la France et de l'Europe. C'est Nicolas Sarkozy qui a engagé les réformes que les socialistes ne voulaient pas faire, comme la réforme des retraites ou le service minimum, que Valérie rappelait tout à l'heure. C'est Nicolas Sarkozy qui fait la différence lorsqu'il s'agit de prendre les grandes décisions pour notre pays. Vous le savez, il m'est arrivé d'avoir des différences avec lui, parce que je considère que dans l'époque à laquelle nous vivons, rien n'est plus important que la liberté de débat. Rien n'est plus important que dans une grande famille politique comme l'UMP, chacun puisse exprimer sa différence. Et je suis, en tant que secrétaire général, garant de cette liberté, comme je l'ai été pendant 3 ans et demi, mon cher Éric, en présidant notre groupe parlementaire, où j'ai veillé à ce que chaque député, d'où qu'il vienne de France, puisse avoir la liberté d'expression à la prestigieuse salle Colbert de l'Assemblée nationale, où je dois veiller à ce que chacun puisse exprimer sa différence, à une condition, c'est que dans les moments essentiels, la famille soit rassemblée. Et nous sommes dans un moment essentiel. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai proposé à notre président d'assumer l'animation de notre mouvement pour porter haut et fort nos couleurs,
organiser la levée en masse des militants et faire en sorte qu'ensemble, nous soyons en ordre bataille pour l'élection présidentielle. Alors c'est vrai que l'esprit de rassemblement, après celui de courage et d'ouverture au monde, doit commander notre projet politique. L'esprit de rassemblement, c'est d'abord de veiller à préserver et à faire vivre ce que l'on appelle le pacte républicain. C'est un joli mot. Le pacte républicain, c'est l'idée d'un contrat entre les citoyens et l'État, et entre l'État et les citoyens. Le contrat, c'est le respect de la signature, c'est le respect de la parole donnée, c'est ce qui fait la crédibilité d'un homme ou d'une institution. Eh bien, le pacte républicain, c'est bien à cela maintenant que nous devons travailler. Rappelez-vous la définition de la République. Elle est laïque, démocratique et sociale. C'est ainsi que l'ont voulu nos constituants. La laïcité. Voilà qu'en évoquant cette question, nous avions prononcé un gros mot. Mes chers amis, lorsque j'ai pensé, avec le président de la République et un certain nombre d'entre nous, qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure et de dire que dans notre République, il est des choses que nous ne devons pas accepter, au nom justement de la devise de liberté, d'égalité, de fraternité, que nous devons être bien au clair avec le respect et la tolérance de chacun. Oui, je l'assume, il y avait effectivement de quoi poser un certain nombre de choses concernant la question de la laïcité en France. Pourquoi ? Parce que la laïcité répond à une définition que chacun entend parfaitement. La liberté, c'est la laïcité, c'est la liberté pour chacun d'exercer son culte, s'il le souhaite, dans le respect de celui des autres et dans le respect des lois de la République. Tout est dit. À partir du moment où chacun exerce son culte dans le respect de celui des autres et dans le respect des lois de la République, dans sa laïcité, est respectée. Et il s'est trouvé qu'un certain nombre de dérives qui sont venues caricaturer, je dis bien caricaturer, l'exercice d'un des cultes les plus importants en nombre de la République française, ont conduit naturellement à ce que les républicains que nous sommes prennent la décision de remettre les pendules à l'heure. C'est dans cet esprit que vous m'avez vu engagé pour interdire la burqa, qui n'était pas une prescription religieuse, mais l'instrumentalisation par des fondamentalistes de la religion à des fins politiques. Vous nous voyez de la même manière déterminés à mettre les choses au clair, en particulier pour que nos compatriotes de confession musulmane ne se voient pas imputer sur les épaules un poids qui n'est pas le leur, car 90% ou 95% de nos compatriotes qui sont de confession musulmane demandent simplement à exercer leur culte normalement. Et voilà qu'un certain nombre sont venus imaginer de le caricaturer, de venir en appeler aux extrémistes et aux intégristes pour donner la pire des images à la République française. Voilà que certains se sont engagés dans des voies qui ne sont pas acceptables. Je vous le dis ici très simplement, il n'est pas question que dans une République comme la nôtre, on puisse tolérer que certaines femmes refusent de se faire soigner au nom de la religion ou de la supposée religion par des médecins hommes à l'hôpital. Il n'est pas acceptable qu'au nom prétendu de la religion, certains... Oh, c'est pas très grave. La ville du Raincy est tenue. Et il n'est pas acceptable que des parents, au nom supposé de la religion, interdisent à leurs filles de venir participer à des activités à la piscine, à l'école. Il n'est pas acceptable, de la même manière que, ici ou là, on est écho que des imams tiennent des propos qui sont contraires aux valeurs de la République dans des lieux de culte. Voilà quelques exemples parmi d'autres de choses qui commandent que le débat sur la laïcité ne soit évidemment pas un débat de stigmatisation, mais de respect. De respect des croyants, mais de respect aussi des valeurs de la République. Il en est certains à Paris
qui, pour des raisons de posture, ont imaginé que nous allions nous laisser impressionner par leurs attaques, par leurs insultes ou par leurs invectives. Il en est certain à Paris, à gauche, au Front National, et même, qui l'eût imaginé, dans notre propre famille politique, pour venir nous dire « Ah, ne le faisons pas, ça va faire monter l'extrême droite. Ah, ne le faisons pas, ça va donner des critiques à la gauche. » Mais mes chers amis, vous imaginez que parce qu'on ne parlerait pas des sujets, ça ne ferait pas monter le Front National? Il y a des gens qui sont tombés sur la tête en France, qui s'imaginent que les Français attendent de leur principal parti politique, l'UMP, qui ne parle pas des sujets qui fâchent. Quelle erreur. Ce serait nous sous-estimer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler des sujets qui intéressent les Français, dans tous les domaines. C'est vrai pour le travail, la compétitivité et l'emploi. C'est vrai pour les questions économiques comme pour les questions sociales. C'est vrai pour les questions régaliennes. La sécurité, la justice, nous avons la semaine dernière pris des décisions très importantes pour qu'enfin l'application des peines soit une réalité dans notre pays, après le drame épouvantable qu'a vécu la petite Laetitia à Pornic. Comme de la même manière, nous devons être très clairs sur les questions régaliennes. Et donc l'UMP débattra, n'en déplaise aux grincheux, matin, midi et soir tout au long de l'année 2011, pour proposer aux Français un programme électoral courageux qui prenne en compte les résultats de l'action conduite depuis 2007 et qui s'engage résolument vers l'avenir, pour qu'enfin nous puissions poursuivre ce travail aux côtés de Nicolas Sarkozy. Enfin, mes chers amis, mon dernier mot, c'est de vous dire que dans tous ces domaines, il ne faut pas se laisser impressionner. Les périodes difficiles, notre famille politique en a connu bien d'autres. Elle en est sortie victorieuse. Il ne faut pas craindre le combat. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas craindre d'accueillir parmi vous les nouveaux talents, les nouvelles générations. Nous avons besoin en permanence d'aller chercher nos concitoyens, d'ouvrir les portes et les fenêtres de la maison UMP. Pendant trop longtemps, nous avons eu une conception des partis politiques recroquevillée sur nous-mêmes, un petit peu rabougrie, un peu craignante de voir éventuellement que tel ou tel talent vienne nous prendre la place. Je vous le dis, l'heure est à mobiliser le plus largement possible, est d'aller chercher les Françaises et les Français qui veulent exprimer leurs idées, leurs suggestions, leurs critiques, de leur donner la place qu'ils méritent dans nos débats et dans nos enceintes. Chaque Français est important. Chacun de nos concitoyens doit venir apporter sa pierre à l'édifice. Le temps des décisions venues d'en haut jusqu'en bas est révolu. Il n'est plus de grandes organisations modernes qui ne conçoivent les grandes réformes qu'en les partageant, dans leur réflexion, dans leur conception, dans leur élaboration et dans leur mise en œuvre. Le temps est venu que ce parti, l'UMP, qui est un grand parti, embraye dans la modernité, sache accueillir chacune et chacun de nos concitoyens pour leur faire la meilleure place, celle qui leur reviendra naturellement s'ils s'engagent, s'ils prennent des risques, s'ils travaillent à nos côtés. Je veux vous dire que sur ce sujet, ici en Seine-Saint-Denis, où les temps sont si difficiles, Éric Raoult et toutes celles et ceux qui l'entourent ici doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous, que nous sommes avec vous, que le secrétaire général que je suis a comme première ambition de faire que vous soyez fiers du combat que vous menez pour nos valeurs, que l'étendard de l'UMP flotte toujours plus haut, y compris dans ces terres réputées impossibles. Il n'est aucune terre qui le soit. Sachez-le, moi qui vous le dis, pour l'avoir bien vécu dans ma terre de Meaux, où l'on me disait que tout était impossible, nous avons renversé la vapeur, parce que nous avions la volonté de le faire, le courage et la détermination. Vous avez le même. Il s'agit simplement pour vous de vous lever, de vous engager et de montrer à vos aînés et à vos responsables que vous êtes à leur côté dès lors qu'ils prennent des risques et qu'ils sont solides. Solides dans l'épreuve, solides dans les combats et déterminés à l'emporter.
Voilà, Jean-François Copé, qui était donc hier soir en meeting au Raincy dans le cadre des cantonales. Et l'UMP a précisé hier sa position pour le second tour. En cas de duel PS-Front National, il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Mais Jean-François Copé donnera sa consigne de vote officielle au soir du premier tour. Un premier tour qui aura lieu dimanche prochain. Et les chaînes parlementaires vous proposent bien sûr une édition spéciale. Résultats, analyses, commentaires, de nombreux politiques seront en direct sur notre plateau pour réagir à chaud à ce scrutin. Ce sera donc à suivre dimanche prochain en direct à partir de 19h50. Très bonne journée sur Public Sénat.